suis vraiment heureux de pouvoir partager avec vous quelques informations récentes sur la recherche dans le cadre de l'hypertension artérielle pulmonaire et en particulier une découverte très récente dans laquelle les patients français et les médecins français ont joué un rôle majeur. C'est la mise en œuvre de nouveaux médicaments qui seront probablement approuvés dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. On va pouvoir travailler ensemble et surtout essayer de passer des messages simples, qui sont parfois difficiles à être simples, mais des messages simples et puis surtout des messages d'espoir pour les uns et les autres, non seulement ceux qui ont des hypertensions artérielles pulmonaires, donc le groupe 1 de l'hypertension pulmonaire, mais aussi les autres patients, parce que quand on comprend les mécanismes d'une maladie et qu'on arrive à traiter certains patients affectés par cette maladie, en général, on fait des progrès pour tous. Donc, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Le congrès des patients HTAP France, c'est un congrès pour lequel j'ai à titre personnel beaucoup d'intérêt et d'affection. Donc vraiment, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui et bravo de l'avoir maintenu malgré les circonstances. Je me rappelle que parfois aussi, pour les congrès annuels, on est obligé de les faire à distance pour des raisons évidentes. Mais là, vraiment, merci à vous d'être aussi motivés et aussi collectifs dans la lutte contre cette maladie. Donc, pour ceux qui me connaissent, il y a beaucoup de lignes là à mon CV parce qu'avec l'âge, je prends du grade, du galon, grâce à vous et grâce à tous ceux qui travaillent autour du service. Donc maintenant, je suis doyen de la faculté de médecine Paris-Saclay, ce qui veut dire beaucoup d'engagement pour une communauté médicale et scientifique. Vous savez probablement que la faculté de médecine Paris-Saclay, c'est la première en France en recherche et c'est la 20e au monde. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. On est juste avant Stanford au point de vue du classement mondial et on est vraiment très heureux de pouvoir mettre en avant les maladies rares respiratoires et l'hypertension pulmonaire dans le cadre des actions que l'on fait au sein de cette faculté et du centre de référence de l'hypertension pulmonaire. Comme vous savez, je crois que certaines personnes de la filière de santé des maladies rares respiratoires RespiFil sont présents, au moins à distance et probablement en présentiel à Valpré. Bien, la filière est un outil, un instrument qui nous permet de passer de plus en plus de messages et de structurer nos actions au niveau du centre de référence. Et merci à Céline Lustrement et à toutes celles qui travaillent autour d'elle. On est aussi des membres du réseau européen de référence des maladies pulmonaires rares, qu'on appelle ERN-LING. Et ce réseau européen de référence, il est très bureaucratique, bien sûr, parce que tout ce qui est européen demande beaucoup de papier, mais il est aussi extrêmement stimulant parce qu'on arrive, pour l'hypertension pulmonaire, à avoir une vingtaine de centres en Europe, dans quasiment tous les pays européens. Le service, beaucoup d'entre vous le connaissent, il est au Kremlin-Bicêtre, c'est l'assistance publique à hauteur de Paris, et puis il est lié maintenant de façon directe au laboratoire INSERM UMRS 999, donc l'hypertension pulmonaire recherche, qui est animé par Christophe Guignabert, Laurent Saval, Litu, David Montagny, Fabrice Antigny, Sylvia Cohen-Kaminski, Olivier Sidbon, beaucoup d'autres. Eh bien, cette unité INSERM, elle est maintenant devant le service. Donc, on a un laboratoire à Mariannelongue que beaucoup d'entre vous connaissent et un laboratoire à Bicêtre qui est tout neuf dans un bâtiment très impressionnant. Et il va y avoir un métro qui sera direct pour Orly, pour la gare de Lyon, la gare Saint-Lazare. Donc, vraiment, on va être très inséré dans le tissu francilien dans les années qui viennent, au moment des Jeux Olympiques, en fait. Voilà, donc je vais vous déclarer aussi mes liens d'intérêt, parce que vu que je vais vous parler de beaucoup d'espoir, il faut que vous sachiez que je suis consultant et j'ai bénéficié de financement de projets de recherche de la part de plusieurs laboratoires, et ils sont cités ici. Et certains de mes collègues sont également financés par ces laboratoires, mais aussi par d'autres laboratoires dont je parlerai aujourd'hui, mais qui n'ont pas de lien direct avec moi. Donc la conférence d'aujourd'hui, je vais essayer de la structurer de façon simple. Parfois, ce sera compliqué et je m'en excuse, mais je vais essayer d'être simple. Et vous avez eu des conférences par des gens que j'admire beaucoup et que je respecte beaucoup. Donc, je pense que je vais faire quelques répétitions.
Mais parmi les répétitions, c'est toujours utile de voir comment deux personnes expriment le même concept de façon différente. Donc, je vais vous donner d'abord des données générales sur l'hypertension pulmonaire. Ensuite, un mot assez bref sur les mécanismes, ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est comment ça marche. Ensuite, les traitements, et puis ma conclusion, ce sera un message d'espoir, comme vous le savez vraiment, sur l'innovation thérapeutique. Moi, j'ai beaucoup de chance, je travaille dans l'hypertension pulmonaire depuis maintenant plus de 30 ans et j'ai assisté à toutes les révolutions et ça fait bizarre d'arriver à cet âge avec autant de progrès réalisés avec Gérald Simoneau, avec Philippe Dartevel et puis avec les nouvelles équipes qui se sont coalisées pour le meilleur traitement de l'hypertension pulmonaire. Vous avez eu hier Marion Delcroix, comme moi, elle souhaitait venir en présentiel, elle est très engagée dans les relations avec les patients. Et donc, on a fait ensemble les recommandations européennes pour le diagnostic et le traitement de l'hypertension pulmonaire. Et donc, moi, j'étais le responsable du comité d'écriture, c'est-à-dire celui qui tient le stylo et qui anime la rédaction des guidelines, ce qui explique pourquoi je suis premier auteur. Et Marion et Stéphane Rosenkrantz étaient les représentants, on va dire, politiques officiels des sociétés savantes européennes de pneumologie et européennes de cardiologie. Et une chose que vous savez peut-être pas, c'est que à ce moment-là, j'étais le président de la Société européenne de pneumologie. Ça veut dire que l'hypertension pulmonaire était à la tête de la société savante des maladies respiratoires. Et je pense que pour nous tous et pour les patients, c'est une satisfaction. Alors, quand on regarde la figure centrale de ces recommandations européennes, moi, je trouve qu'elles sont intéressantes, ces figures centrales, parce qu'elles sont destinées à communiquer et à passer quelques messages. Premier message, l'hypertension pulmonaire, au sens large, c'est pas si rare que ça. C'est à peu près 1% de la population générale et ça peut aller jusqu'à 10% dans les populations âgées. Non pas parce que les maladies rares sont devenues fréquentes, mais parce que beaucoup de patients qui ont une élévation des pressions au niveau de l'artère pulmonaire ont ces élévations parce qu'ils souffrent d'une maladie cardiaque ou d'une maladie respiratoire évoluée. Et en fait, ce 1% ne fait que traduire la fréquence des maladies respiratoires et cardiaques dans nos sociétés. Par contre, et vous connaissez mon engagement, il y a deux formes d'hypertension pulmonaire rare, l'hypertension artérielle pulmonaire proprement dite, qui est donc le groupe 1 d'hypertension pulmonaire, qu'on appelle HTAP, et vous avez les hypertensions pulmonaires thromboemboliques chroniques qui sont dans le groupe 4 des hypertensions pulmonaires, HTP, TEC. Bien, ces deux formes rares d'hypertension pulmonaire sont de plus en plus traitables et de plus en plus amenées à être diagnostiquées sur le terrain par tous les acteurs de santé afin de bénéficier d'une prise en charge thérapeutique. Eh bien, ces maladies rares, en fait, mènent la danse et montrent à l'ensemble de la communauté de l'hypertension pulmonaire que quand on se structure de façon ambitieuse et efficace, on arrive à faire des avancées concluantes. Donc, l'hypertension pulmonaire du groupe 1, l'hypertension artérielle pulmonaire, qu'elle soit sans cause, familiale, associée à la sclérodermie, à des cardiopathies congénitales, à des maladies du foie, à des maladies infectieuses. Ben, tout ça, c'est rare. C'est à peu près 15 à 50 cas par million d'habitants en France. C'est rare, mais c'est pas impossible à trouver. Il y en a quand même beaucoup, plusieurs milliers en France. L'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, ben, c'est à peu près les mêmes chiffres. C'est rare, mais ces deux formes-là sont traitables. Et ensuite, vous avez les hypertensions pulmonaires des maladies cardiaques gauches. Là, c'est 80% des hypertensions pulmonaires en France. Mais en fait, le problème, c'est la maladie du cœur gauche. Et c'est donc les cardiologues qui doivent s'occuper de ces malades. Et comme on dit, il faut prendre en charge le mieux possible la maladie cardiaque gauche. Et ensuite, il y aura une toute petite famille de patients avec maladie cardiaque gauche qui seront peut-être à même d'être traités par des médicaments qu'on utilise habituellement dans d'autres formes beaucoup plus rares d'hypertension pulmonaire. Et la même chose s'applique aux hypertensions pulmonaires des maladies respiratoires chroniques. Donc, vraiment, pour les gens dans la salle, sachez que pour la plupart d'entre vous, vous êtes atteints d'une maladie rare. Et donc, cette maladie rare, on a fait des progrès majeurs et je vais vous encourager encore plus avec ma conférence d'aujourd'hui. Mais pour ceux qui pourraient éventuellement être présents aujourd'hui avec nous
et ils sont bien sûr les bienvenus avec une maladie du cœur gauche, une maladie respiratoire, mais ils ont une maladie qui est plus fréquente, mais qui pour l'instant bénéficie avant tout des avancées de la prise en charge de leur maladie du cœur ou du poumon. Mais il y a quand même des progrès à venir et on reste très vigilant, bien sûr, sur les formes fréquentes d'hypertension pulmonaire. Donc j'ai mis en bas les stratégies thérapeutiques. Donc pour les hypertensions artérielles pulmonaires, il y a bien sûr tous les médicaments qu'on développe, mais aussi la transplantation pulmonaire chez les patients qui sont réfractaires, qui ne répondent pas suffisamment bien au traitement médical. Pour l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, vous savez tous que maintenant, on est dans des stratégies qu'on appelle multimodales. Ça veut dire que plusieurs acteurs vont participer au traitement, que ce soit les médecins avec les traitements médicaux, anticoagulants et vasodilatateurs, les chirurgiens avec la chirurgie d'endartérectomie pulmonaire et les radiologues interventionnels et les cardiologues interventionnels avec l'angioplastie pulmonaire. Vous voyez, c'est très, très intéressant pour vous tous de voir que dans le groupe 1 d'hypertension pulmonaire et dans le groupe 4 de l'hypertension pulmonaire, par une action collective qui implique aussi les chercheurs, on a pu développer des innovations tout à fait révolutionnaires. Et les autres patients bénéficieront un jour ou l'autre de ces innovations. Et donc ces innovations, encore une fois, elles impliquent les chercheurs, les infirmières, tous les acteurs de santé, les médecins, les chirurgiens, les radiologues et les cardiologues. La France est donnée en exemple dans le monde avec son organisation de la prise en charge par le Réseau français de l'hypertension pulmonaire, qui est un partenaire régulier, constant de HTAP France, mais aussi des collègues européens qui sont réunis au niveau de l'ERL Lung et des collègues français qui sont réunis dans Respifil. Comme vous savez, la nouvelle labellisation des centres de référence maladies rares est en cours. On est au moment des arbitrages. On va bientôt recevoir la liste des nouveaux centres de référence, centres constitutifs et centres de compétences en métropole et dans les territoires ultramarins. Je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles. Je pense que vous allez voir qu'on enrichit notre présence sur tout le territoire national, en métropole et au-delà, et que vous allez avoir bientôt dans vos régions plus de centres qu'on appelle constitutifs du centre de référence, avec une prise en charge toujours centralisée à Bicêtre par le Centre national de référence, mais avec des centres que j'espère pédiatriques, chirurgicaux, respiratoires, cardiaques et autres. Donc, l'organisation de la prise en charge du réseau français de l'hypertension pulmonaire est exemplaire. J'en profite pour remercier le ministère de la Santé pour son soutien. On a des correspondants tout à fait bienveillants et je voudrais citer Madame Anne-Sophie Lapointe qui est toujours présente et qui est toujours source d'informations et tout à fait collégiale avec nous. Je voudrais maintenant avancer un petit peu sur le groupe 1 de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc pour les gens dans la salle, ça peut être quelque chose de connu, mais pour certains, ce n'est pas connu. Donc en fait, la pression augmente dans les vaisseaux du poumon parce que les vaisseaux sont bouchés. Vous voyez à gauche, c'est une artère pulmonaire normale. Elle a un tout petit réseau de cellules endothéliales, c'est les petites briques qui entourent le tuyau qui correspond au vaisseau. Et vous voyez que quand on va augmenter le débit cardiaque à l'effort, quand on augmente le débit cardiaque, c'est souvent qu'on fait un effort, par exemple quand on marche vite, ou quand on court, ou quand on monte les escaliers, il va y avoir une augmentation du débit cardiaque. Et donc, ces petites artères qui sont tout à fait fines, elles vont se distendre. Elles sont pas du tout résistantes à l'augmentation du débit cardiaque. Par contre, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a ce qu'on appelle un remodelage. Qu'est-ce que ça veut dire remodelage? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une petite couche très fine de briques qui entoure le tuyau de l'artère pulmonaire, vous avez là, vous voyez, une accumulation de briques et en fait, ça bouge complètement l'artère pulmonaire. Donc pour certains d'entre vous dans la salle, c'est bien connu, pour d'autres, c'est pas très bien connu. Et en fait, votre maladie, c'est une maladie de la prolifération des petits vaisseaux pulmonaires. Et cette prolifération des petits vaisseaux pulmonaires, elle va boucher les petits vaisseaux pulmonaires. Et donc, vu que c'est bouché, la pression monte
et on ne peut pas trop s'adapter à l'effort. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous vont très bien au repos, mais dès qu'ils font un petit effort, eh bien, ils ressentent une gêne respiratoire, un essoufflement, et c'est ce qu'on appelle dans le langage médical une dyspnée. L'essoufflement à l'effort, c'est expliqué par l'obstruction des petits vaisseaux pulmonaires. Alors la pompe qui envoie le sang dans la circulation pulmonaire, c'est la pompe cardiaque, hein, bien sûr, le cœur. Eh bien, le cœur, la partie droite du cœur n'est pas très adaptée à lutter contre des pressions importantes parce que la partie droite du cœur qui pompe le sang dans les artères pulmonaires, elle est en général face à une toute petite résistance parce que les vaisseaux sont tout fins. Et quand on développe une hypertension pulmonaire, eh bien le cœur droit, il va se gonfler, se muscler, s'adapter, puis au bout d'un moment, il va plus y arriver. Et quand il n'y arrive plus, eh bien, il va finir par être défaillant, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque droite, c'est la conséquence de l'obstruction chronique des petits vaisseaux pulmonaires et donc de l'augmentation de la pression et des résistances au niveau des artères pulmonaires. Vous savez tous mieux que moi que quand on a une insuffisance cardiaque droite, on se sent handicapé, limité à l'effort, et malheureusement, il y a un risque de décès contre lequel nous luttons collectivement les uns et les autres au jour le jour pour permettre de donner une espérance de vie longue et agréable à l'ensemble des patients. Le mot physiopathologie, je l'ai déjà employé tout à l'heure, ça veut dire mécanisme, ça veut dire comment ça marche. Comment se fait-il que les petites artères pulmonaires se remodèlent? Comment ça marche? Et vraiment, là, je vais citer quelques chercheurs éminents qui ont permis de faire avancer la connaissance de l'hypertension pulmonaire de façon décisive dans les 30 dernières années. Il y a 4 mots un peu barbares que je vais employer, mais que vous allez comprendre. Le premier, c'est dysfonction, ça veut dire fonctionner mal, endothéliale pulmonaire. Ça veut dire que les petites briques qui se trouvent, vous voyez là, hein, je crois que vous voyez ma petite flèche, les petites briques qui entourent le vaisseau pulmonaire, c'est ce qu'on appelle les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, c'est en fait des cellules qui, d'une part, protègent le vaisseau, permettent au débit cardiaque de passer dans la circulation pulmonaire sans passer à côté. Mais d'autre part, les cellules endothéliales, elles produisent plein de messages. En fait, elles sont pas passives. C'est pas une brique qui ne fait rien. C'est une brique connectée, si vous voulez. Hein, c'est comme une brique qui aurait un petit téléphone portable et qui passerait des messages à ce qui entoure le vaisseau. Eh bien, la dysfonction endothéliale, la mauvaise fonction endothéliale, c'est que les petits messages, vous voyez, qui sont les petits ronds rouges que j'ai mis là, ben, ces petits messages, ils ne fonctionnent pas bien. Ils ne fonctionnent pas bien parce que il y a trop de messages qui font proliférer la paroi, par exemple, par une molécule qu'on appelle l'endothéline, puis il n'y a pas assez de messages qui font relâcher la paroi, comme la prostacycline ou le monoxyde d'azote. Donc vous n'avez pas à connaître tous ces mots-là, mais comprenez qu'il y a un déséquilibre entre les messages de prolifération et de contraction et les messages de dilatation et de non-prolifération. Donc il y a un équilibre qui est rompu et donc il va y avoir une grande prolifération des petits vaisseaux pulmonaires. Alors, il n'y a pas que l'endothélium, parce que quand l'endothélium envoie son message, il envoie son message vers un partenaire privilégié, qui est la cellule musculaire. Il y a des petits muscles qui entourent la paroi vasculaire pulmonaire, et ces petits muscles qui vont se contracter ou se dilater en fonction du message qu'ils reçoivent de la cellule endothéliale. Et là encore, il y a une mauvaise fonction de la cellule musculaire. Puis il y a un nouveau mot par rapport à ceux qui m'écoutent depuis très longtemps. Il y a un nouveau mot barbare, hein, bien sûr, il doit être barbare parce qu'on est des scientifiques, mais il faut vraiment qu'on soit compréhensible. Et donc, il y a des anomalies d'une famille de médiateurs, d'une famille de messages qu'on appelle la superfamille, hein, ça fait un peu Marvel, la superfamille du TGF-bêta. Alors, le TGF-bêta, c'est un facteur de croissance, ça veut dire que ça fait proliférer les tissus, mais c'est un facteur de croissance qui est impliqué dans le développement normal des vaisseaux pulmonaires et même de l'humain dans sa totalité. Donc les anomalies de la famille du TGF-bêta, je vais aller plus loin dans le détail à la fin de mon exposé, mais retenez
quand même que, en plus de la dysfonction endothéliale traditionnelle, la dysfonction musculaire traditionnelle, il y a aussi des anomalies de médiateurs, donc de messages qui sont liés au développement. Et en plus, ça vous le savez, parce que j'insiste toujours là-dessus, il y a beaucoup d'inflammation, d'irritation et de réactions immunitaires anormales chez les patients souffrant d'hypertension pulmonaire. Donc ça, on a été invité, c'est un plaisir, hein, on a été invité avec Gérald Simoneau, David Montagny, Elie Fadel, à faire ce qu'on appelle une conférence à l'Académie nationale de médecine. Et donc cette conférence, elle est disponible en ligne, hein, il y a sur YouTube, je crois qu'il y a même nos interviews, et on a publié en français 4 articles, hein, un article de mon équipe, un article avec David, un article avec Elie, un article avec Gérald, pour montrer aux académiciens, qui sont des gens éminents, à quel point on a bien travaillé avec vous, les patients, dans le cadre de l'hypertension pulmonaire. Et donc, dans cet article, dans le bulletin de l'Académie nationale de médecine, hein, qui a été publié il y a quelques mois, eh bien, on a mis des figures en français dans lesquelles on explique tout. Alors, bien sûr, c'est difficile à comprendre, mais je voulais juste vous montrer un exemple de figure que l'on a faite. Vous voyez, c'est en fait ça, mais exprimé de façon plus compliquée. Et donc, pour ceux d'entre vous qui sont un peu scientifiques ou qui ont envie de voir ce qu'on a écrit, peut-être que David et moi-même, on peut vous envoyer les 4 articles de l'Académie des sciences de médecine, pardon, pas des sciences de médecine, qui ont été publiés cette année. Une autre chose sur l'Académie, ça a eu tellement de succès. Il paraît qu'on a eu une des meilleures notes. Alors, je savais pas qu'on était noté, sinon on aurait été tendu. Mais il paraît qu'on a eu une des meilleures notes de l'Académie des dernières années. Et donc, il y a eu avant-hier à midi une conférence en ligne, un webinar avec l'Académie des sciences, l'Académie de médecine, pardon, argentine, avec toutes les académies latino-américaines et l'Académie de médecine française. Et donc, avec Vincent Cotin, on a beaucoup parlé, moi d'hypertension pulmonaire, lui d'hypertension pulmonaire des maladies respiratoires chroniques. Puis on avait un collègue uruguayen et un collègue argentin qui ont fait des conférences. Et donc, il y avait plusieurs centaines de personnes connectées, hein, si j'ai bien vu, plus de 450. Et donc, on avait l'occasion en français, avec des traductions en ligne, de partager avec nos collègues latino-américains toute la qualité de travail de notre communauté française, francophone. Alors, la prise en charge, les traitements, hein, je ne suis pas invité pour vous parler en détail des traitements, mais quand même, hein, même si vous avez assisté à beaucoup de conférences excellentes, je voulais quand même vous rappeler que on donne des mesures générales, bien sûr les vaccins, très important, le soutien psychosocial, on entend votre message quotidien là-dessus, et on va essayer avec le ministère de la Santé et la filière Respifil de dynamiser tout ça. L'activité physique adaptée, bien sûr, on a bien entendu votre message également. Avec Laurent Bertoletti, on essaye de mieux comprendre comment fonctionne la réhabilitation, donc le réentraînement à l'effort, mais chez des gens qui sont bien traités et stabilisés. Ensuite, il y a les traitements de base, hein, les médicaments diurétiques pour faire pipi, l'oxygène pour ceux qui manquent d'oxygène. Les anticoagulants sont de moins en moins souvent indiqués. Vous allez comprendre aussi que puisque les nouveaux traitements de l'hypertension pulmonaire peuvent faire un peu saigner, c'est d'autant plus important peut-être d'être très prudent avec les anticoagulants et de ne les prescrire que quand ils sont formellement indiqués. Par exemple, s'il y a une embolie pulmonaire dans le groupe 4, s'il y a un trouble du rythme cardiaque. Mais pour l'hypertension pulmonaire, c'est rarement indiqué. Les inhibiteurs calciques, vous savez que ces médicaments qui dilatent les artères pulmonaires ne sont destinés qu'à 5% des patients HTAP qui sont des répondeurs en aigu. Et puis le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, eh bien on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de traitements qui ont été approuvés. Et donc je vous mets cette diapositive là pour que vous compreniez bien comment tous ces médicaments ont été approuvés. Ils ont été approuvés parce qu'on a compris pourquoi une artère pulmonaire normale qui progressivement se muscle peut être caractérisée par trop de contraction des muscles lisses et pas assez de dilatation des muscles lisses. Et en fait, ce qui a vraiment permis les avancées principales des 30 dernières années,
c'est la compréhension de l'équilibre entre contraction et dilatation des artères pulmonaires. Et vous voyez bien ici que sur ce dessin-là, là on a fait une artère pulmonaire fine, là on a fait une artère pulmonaire plus musclée, hein, vous voyez, elle est plus gonflée et avec une lumière, donc une paroi interne qui est plus petite que dans l'artère pulmonaire normale. Eh bien, ce qu'on fait avec les traitements actuels, avec les anti-endothéline, avec les inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5, avec les stimulateurs de l'agonilate cyclase, avec les traitements agonistes de la prostaglandine récepteur ou les analogues de la prostaglandine, eh bien, on essaye tant bien que mal de dilater l'artère pulmonaire, mais en fait, on ne lutte pas beaucoup contre la raideur. Vous voyez le côté plus raide, plus joufflu de la paroi de l'artère pulmonaire. Et on a toujours pensé, hein, moi le premier, que les prochaines grandes découvertes, elles se feraient par une compréhension meilleure de l'accumulation des cellules et de la rigidité de l'artère pulmonaire. Et vous allez voir que on fait des progrès là-dessus. Alors avec Gérald Simoneau et Olivier Sidbon et toute l'équipe, on est très très bien vu à l'échelle internationale et les plus grandes revues, que ce soit le New England Journal of Medicine, qui est la plus grande revue mondiale en médecine, et même la plus grande revue de cardiologie, alors qu'on n'est pas du tout cardiologue, hein, on est des modestes pneumologues, eh bien, ils nous invitent régulièrement à écrire des articles qui expliquent comment ça fonctionne. Et vous voyez, une de nos caractéristiques, c'est de faire des dessins et d'expliquer simplement. Et donc, vous voyez, là, c'est un vaisseau pulmonaire et vous le reconnaissez, vous êtes des experts maintenant. Il y a une accumulation au niveau de la paroi et là, j'ai fait un petit carré et là, j'ai fait un dessin qui représente ce qui se passe au niveau du petit carré. Vous voyez en bleu les briques qui sont à la surface du vaisseau et plus en profondeur, les muscles lisses qui vont se contracter ou se dilater. Donc, les briques en bleu, les muscles lisses en rouge. Et vous voyez qu'il y a tous les messages de l'endothéline, du monoxyde d'azote, de la prostacycline qui sont anormaux dans l'hypertension pulmonaire. Et en étant anormaux, ils constituent des cibles de nouveaux traitements. Et ces cibles de nouveaux traitements, ils ont été développés grâce à l'industrie pharmaceutique et grâce à des chercheurs qui ont compris comment ça fonctionne. Et donc, merci à vous tous de participer aux études pharmaceutiques parce que grâce à vous et grâce aux médecins et aux équipes et aux chercheurs, on arrive à mieux comprendre et développer des nouveaux médicaments. Vous voyez, ça c'était en 2004, il y a presque 20 ans, il y a 19 ans. On était très fiers de publier ce papier. Et 10 ans plus tard, une autre revue très importante, Circulation, c'est la première revue au monde, ça c'est dans les 10 premières au monde. Et donc, vous avez ici, en 2014, un peu le même dessin, une naïf, intégralement dessinée, mais toujours les trois mêmes voies, un peu plus de médicaments. Vous voyez, les médicaments, c'est les cases colorées, il y en a plus en 2014, mais finalement, ça ne cible que les mêmes voies. Et donc, le progrès, c'était affiner, améliorer les médicaments, mais l'absence de progrès, c'était l'absence de nouveaux traitements. Et le plus grand progrès à l'époque, ça a été de comprendre qu'on pouvait combiner tous les médicaments ensemble. Entre 2004 et 2014, en fait, on a démontré, et les Français ont été vraiment forts là-dessus, qu'on pouvait combiner 3 médicaments ou 2 médicaments ensemble pour obtenir un meilleur résultat chez certains patients. Là, je voulais vous montrer quelques visages des prix Nobel, 6 prix Nobel. Et ces prix Nobel, ils ont participé à votre traitement. Donc, on doit les remercier. La semaine prochaine, je serai à Londres pour un congrès qui s'appelle le John Vane Symposium ou Conference. Symposium, je pense. John Vane, moi, je connais sa femme qui est malheureusement décédée maintenant. Sa femme s'appelait Daphné, comme ma fille. Eh bien, vous voyez, John Vane, c'est le monsieur qui, en fait, en découvrant le mode de fonctionnement de l'aspirine, a découvert la prostacycline. Et donc a découvert le traitement vasodilatateur qui est donné à beaucoup d'entre vous. Il est décédé en 2004, donc vous voyez ça, et il a eu le prix Nobel en 1982 pour cette découverte. Et ici, vous avez Fourchgott, Ignarro, Mourad, qui ont eu le prix Nobel pour le monoxyde d'azote. Et ici, vous avez Yanagisawa, qui n'a pas eu le prix Nobel, mais qui pourrait l'avoir pour la découverte de l'endothéline. Donc, tous ces chercheurs qui sont des visages, des êtres humains qui pourraient être avec vous dans la salle, eh bien, ils ont découvert ça. Ensuite, l'industrie pharmaceutique, parfois avec eux, parfois sans eux, a découvert des médicaments.
Et ces médicaments, ils ont été testés dans des essais thérapeutiques. Et très souvent, quand vous allez dans les services, on vous propose de participer à un essai thérapeutique. On vous demande de lire un consentement, on vous explique comment ça marche, on vous impose des examens, et certains acceptent, d'autres refusent. Il n'y a jamais de jugement de valeur. On a le droit de refuser, on a le droit d'accepter. Tout est possible. Mais vous voyez que grâce à la recherche clinique, on a pu montrer que l'époprosténol, donc la prostacycline, que les inhibiteurs de phosphodiesterase type 5 et la guanylate stimulateur, les anti-endothéline, ils permettent de marcher mieux, de vivre plus longtemps. Et tous ces articles-là sont sortis dans ce fameux journal qui s'appelle le New England Journal of Medicine. Donc, Robin Barth, malheureusement décédé, Lou Rubin, avec qui on travaille, Nazareno Gallier, avec qui on travaille, Lou Rubin aux États-Unis, Nazareno à Bologne. Eh bien, avec Gérald Simonneau, Olivier Sidon et toute l'équipe, on travaille au quotidien avec ces gens-là et on prépare le prochain congrès mondial qui aura lieu à Barcelone en juin 2024, à la fin du mois de juin 2024. Donc, toutes ces recherches, c'est génial. C'est génial et on peut vraiment se féliciter de tout ça. Mais en fait, on plafonne. C'est-à-dire que on a compris beaucoup de choses. Il y a un mot important que je vais employer, c'est homéostasie. Homéostasie, ça veut dire fonctionnement normal. Voilà. Un vaisseau normal fonctionne normalement. Et à droite, vous voyez, là, on a coupé, on a fait un peu un Janus. Vous voyez, là, les deux visages de Janus, ou le yin et le yang. Du côté positif, vous avez le vaisseau normal, et du côté négatif, vous avez le vaisseau anormal. Ce vaisseau anormal, qu'est-ce qui crève les yeux? Ce qui crève les yeux, c'est qu'il est remodelé, c'est que ça prolifère, et que la paroi, elle envahit la lumière, et la lumière est toute petite. Donc, bien sûr, la dilatation et la contraction sont importants, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Et il faut qu'on comprenne comment fonctionne cette anomalie. Et comme très souvent en médecine, c'est par les formes malheureusement familiales, et on est vraiment désolé pour les patients parmi vous qui souffrent de formes familiales avec plusieurs patients dans la même famille. C'est une minorité des patients, mais ça existe. En comprenant la génétique de la maladie vasculaire pulmonaire, on pourra peut-être comprendre pourquoi ça prolifère et quels nouveaux traitements on pourrait développer. Donc moi, j'ai toujours pensé que la génétique allait nous donner la solution. C'est pour ça que j'ai autant insisté avec David, avec Barbara, David Montagny, Barbara Girer, Florence Ouvrier, Mélanie Herriès, des gens que vous connaissez peut-être pas, mais c'est pour ça que j'ai autant insisté sur la génétique de l'hypertension pulmonaire, mais depuis plus de 20 ans. Et cette génétique, en fait, elle doit nous donner la clé des facteurs de croissance, de ce qui fait proliférer la paroi. Eh bien, là, il va y avoir un petit moment nouveau. Je sais que je vous l'ai déjà fait, mais je vais le refaire très doucement. Parce que j'aimerais bien que vous compreniez, parce qu'il y a une innovation importante qui arrive, et d'autres qui vont suivre. L'homéostasie, c'est en fait un équilibre. Vous voyez, ça c'est comme une balance. Les deux plateaux sont équilibrés parce qu'on appuie de la même façon du côté bleu à gauche et du côté pourpre à droite, violet à droite. Et vous voyez, ce qui est bleu, c'est l'accélérateur. C'est ce qui fait proliférer la paroi du vaisseau. Ça s'appelle l'activine, c'est très actif, ça permet de développer les choses. De l'autre côté, vous avez le frein. Et là, c'est le BMP, c'est le frein. C'est pas le BNP, c'est pas ce qu'on mesure dans le sang, c'est le BMP. M, ça veut dire morphogénique. Ça veut dire que ça participe au développement. Eh bien, il y a un équilibre, et vous voyez, cette paroi-là, elle est normale, elle est élastique, elle est ouverte, l'artère est normale parce que les deux parois, les deux aspects de la balance sont en équilibre. Et chez les malades souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire familiale, il y a un gène qui est mutant. C'est un gène qui s'appelle BMPR2. Eh bien, BMPR2, quand il est mutant, il empêche de freiner. Il empêche de freiner. Et donc, l'accélérateur va fonctionner sans frein. Et il va se passer ce qui se passe tout à fait à droite ici.
j'espère que vous voyez ma flèche. Vous voyez, ça appuie trop sur l'accélérateur, ça n'appuie pas assez sur le frein, et donc il va y avoir une prolifération vasculaire pulmonaire. Et on va avoir un vaisseau qui est rigide et bouché. Et vous voyez là, c'est un petit vaisseau qui est rigide et bouché. Je peux pas faire plus simple, hein. On peut encore en parler, recommencer, mais l'idée générale, grâce à la génétique, on a compris qu'il y avait une anomalie fondamentale dans l'hypertension artérielle pulmonaire, c'est qu'il n'y a pas assez de limitation de la prolifération du vaisseau. Et donc le vaisseau prolifère, il devient rigide, bouché, la pression augmente et les gens sont malades. Donc là, je vous l'ai fait encore une fois plus simple. Vous voyez, l'activine est trop forte parce que le BMP n'est pas assez fort et le vaisseau prolifère. Donc l'idée du nouveau traitement qu'on essaye de développer, c'est un petit piège. Vous voyez ça, c'est comme un petit piège, c'est comme un petit lasso qui est en fait, vous voyez, une petite clé à molette. Et cette petite clé à molette, elle va reconnaître la partie bleue, l'activine. Et vous voyez ici à droite, on va essayer avec cette petite clé à molette de bloquer l'activine et de rétablir l'équilibre entre activine et BMP. Alors vous imaginez bien qu'il y a d'autres gens qui essayent de trouver d'autres médicaments et ils vont en trouver. Donc c'est super. Ils vont essayer par exemple de pousser sur le BMP. Mais pour l'instant, le médicament qui est arrivé à la phase la plus avancée de développement, c'est le médicament petite clé à molette qui va bloquer l'activine et qui va rétablir l'équilibre entre prolifération et anti-prolifération, entre frein et accélérateur. Donc là encore, hein, j'adore la balançoire. Hein. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de simple. Hein. Donc je trouve que cette idée de balançoire, elle est excellente. Hein. Vous voyez les petits grains bleus là, ils sont trop nombreux, la petite clé à molette, et la balançoire qui est déséquilibrée, elle se rééquilibre. Donc je vous le refais pas, mais ça, vous voyez, c'est quand même sorti dans le New England Journal of Medicine il y a 2 ans. Et je vous en avais parlé la dernière fois qu'on s'était rencontrés. Donc avec mes collègues du monde entier, avec en particulier des collègues américains, européens, brésiliens, on a fait une étude très simple, chez 106 malades, dont 5 en France. 106 malades qui ont eu un traitement de 24 semaines, donc de 6 mois, ajouté, quand je dis 5 en France, c'est 5 dans le centre de référence. Il y en a peut-être eu plus. Qui ont été traités pendant 6 mois par ce médicament, cette petite clé à molette. Alors, cette petite clé à molette, ça se donne par injection sous-cutanée, comme les anticoagulants ou comme les traitements qu'on vous donne quand vous êtes alité pendant trop longtemps. Mais ça se donne une fois toutes les 3 semaines, au long cours. Pour l'instant, ça se donne par une infirmière dans les services de médecine, mais c'est sûr que bientôt, ça sera un auto-injecteur. Alors, ce traitement de 24 semaines, il était donné chez 106 malades, et vous voyez que la plupart avaient un traitement maximum. Hein. 56% avaient une combinaison de 3 médicaments, donc comme vous savez, on ne peut pas faire plus. Et un tiers, même plus du tiers, était sous prostacycline intraveineuse ou sous-cutanée. Et vous voyez à droite, là, on a mesuré ce qu'on appelle les résistances dans le vaisseau pulmonaire. C'est ce qu'on mesure pendant le cathétérisme cardiaque droit avec les pressions et le débit. Bien, vous voyez que ceux qui ont reçu un placebo, bien sûr, on a donné un placebo parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas si ça allait marcher. Et on ne savait pas aussi si c'était sûr, si c'était sécuritaire. Hein. Les gens qui acceptent de participer aux études savent aussi qu'ils peuvent prendre un petit risque d'effets secondaires. Et bien, vous voyez que sous traitement placebo, et ça montre que quand même les médecins qui ont travaillé dans cette étude ont été très très professionnels, il n'y a pas de changement des résistances. Par contre, quand on reçoit la dose de 0,3 mg kilo, toutes les 3 semaines, on avait une réduction de 20% des résistances. Et quand on recevait 0,7 mg kilo, on avait une baisse de 34% des résistances. Et on a publié ça donc dans le fameux New England Journal of Medicine il y a 2 ans. Et en plus, le test de marche s'améliorait, le biomarqueur BNP s'améliorait, la classe fonctionnelle s'améliorait, et il y avait des petits effets secondaires attendus, comme l'augmentation de l'hémoglobine,
parce que l'activine est très importante pour augmenter l'hémoglobine dans la moelle osseuse. Et il y avait un effet secondaire moins attendu qui était la baisse des plaquettes. Donc là, j'ai marqué en petit, attention, le sotatercept, c'est encore un médicament expérimental. Il n'est pas approuvé nulle part. Donc, c'est encore de l'expérimental. Ensuite, avec mes collègues, et on a publié ça il y a quelques semaines, on a suivi les gens qui étaient pendant 6 mois dans cet essai qui s'appelait Pulsar, et on les a suivis à 1,5 à 2 ans. Et vous voyez, le message important, c'est que 90% des patients sont en classe fonctionnelle 1 ou 2. Ça veut dire que 90% des patients maintiennent ou améliorent leur sensation d'essoufflement à un niveau acceptable, c'est-à-dire qu'ils sont essoufflés pour les efforts inhabituels de la vie quotidienne. D'autre part, on a bien regardé les effets secondaires, non seulement pendant les 6 mois, mais aussi au-delà. Et au-delà, un effet secondaire qu'on a trouvé, c'est ce qu'on appelle des télangiectasies. C'est des petites taches rouges sur la peau. Ceux qui ont des sclérodermies connaissent bien ça. C'est des petites taches rouges sur la peau qui sont pas plus méchantes que ça, mais qui peuvent aussi se développer au niveau du nez et faire des saignements de nez. C'est pour ça que je parlais de saignement. Et c'est un effet secondaire à surveiller parce qu'il traduit en fait que ce médicament est vraiment efficace et qu'en rétablissant l'équilibre entre prolifération et antiprolifération au niveau des vaisseaux pulmonaires, il peut aller un petit peu au-delà de son efficacité au niveau non pulmonaire et au niveau de la peau, au niveau du torse, au niveau des mains, parfois du visage rarement. Il peut y avoir des petites taches rouges que ceux d'entre vous qui sont traités par prostacycline connaissent également. Donc, suite à ça, grand enthousiasme et donc décision de faire ce qu'on appelle des études de phase 3. C'est quoi des études de phase 3? C'est des études qui sont destinées à avoir une autorisation de traitement sur le marché français, américain, etc. Et donc, ces 3 études, il y en a une qui s'appelle Hyperion, une qui s'appelle Stellar et une qui s'appelle Zénith. Hyperion, c'est chez des malades récemment traités et qui, après 6 mois de traitement ou 1 an de traitement, ne sont pas encore à l'objectif. Ils sont encore à risque intermédiaire ou élevé. Et donc, on va regarder si le rajout du sotatercept va permettre d'améliorer leur qualité de vie et aussi leur espérance de vie en bonne santé. Ensuite, il y a Zénith. Là, c'est des malades à haut risque. Et là, on va vraiment essayer avec le sotatercept, chez des malades qui sont sous traitement maximum, voir si on arrive à limiter le nombre de transplantations et le nombre de décès grâce à ce traitement. Puis il y a l'étude Stellar, qui est l'étude qui vient d'être publiée lundi dernier, donc il y a 6 jours, même pas 6 jours, qui vient d'être publiée dans, encore une fois, le New England Journal of Medicine, avec, vous voyez, beaucoup d'auteurs de tous les pays du monde, dont la France, et on est très fiers de vous représenter dans ces études. Et là, vu que c'est une étude pour être approuvée sur le marché, eh bien, on a les autorités de santé américaines et européennes ont dit, prouvez-nous que ce médicament-là, il donne une amélioration décisive en termes de test de marche de 6 minutes. C'est-à-dire, est-ce que chez des malades qui marchent, disons 400 mètres en 6 minutes, est-ce qu'ils s'améliorent de façon importante? Et vous voyez, là, c'est le bleu, le placebo, et le rouge, le sotatercept, une injection toutes les 3 semaines pendant seulement 6 mois. Et vous voyez qu'à 6 mois, il y a 40 mètres d'amélioration du test de marche. C'est beaucoup plus que ce qu'on avait vu dans les années précédentes avec des traitements en traitement additionnel, en plus de ce qu'on avait déjà. Et ensuite, il y a eu toute une série de critères secondaires. Secondaires, ça veut dire que c'est pas le principal, mais nous, on est obligé de hiérarchiser les caractères secondaires, c'est-à-dire qu'on va les mettre en rang numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et je vous le fais pas en détail, mais regardez la colonne de droite. Tous les critères secondaires, dans l'ordre qu'on avait prévu, sont positifs. Jusqu'au 8e. Et le 9e n'est pas positif, mais il va quand même dans le bon sens. Donc, je vous dis lesquels c'est. C'est des critères d'amélioration. On voulait vraiment montrer que les malades s'amélioraient en termes de
classe fonctionnelle, test de marche de 6 minutes, biomarqueurs. Ensuite, on a remis les résistances vasculaires pulmonaires. Et vous voyez, ça baisse bien, ça baisse très bien. Le biomarqueur BNP, ça baisse bien. La classe fonctionnelle, ça s'améliore bien. Le temps de détérioration clinique ou de mortalité, ben, ça s'améliore de 84%. C'était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Le facteur de risque français qu'on a développé avec Olivier et Athénaïs est très en faveur du traitement par sotatercept. Et ensuite, vous avez des critères que vous aimez beaucoup, les patients. C'est des critères de qualité de vie. Vous voyez, des caractères physiques, cardio-pulmonaires. Cela s'améliore. Et ensuite, émotionnel, ça va dans le sens de l'amélioration, mais c'est pas significatif. Probablement aussi parce qu'on a fait cette étude dans la période Covid, hein, donc c'était pas la période la plus sympa pour se sentir bien, les patients, les familles et les docteurs. Un résultat important, c'est que la pression artérielle moyenne baisse beaucoup, hein, de 14 minutes de mercure, c'est du jamais vu. Donc ça veut dire que le vaisseau raide se relâche. La sécurité, là, on a plus de 300 malades, hein, 323 malades. Donc, ce qui saute aux yeux, hein, c'est des choses qu'on attendait, comme l'augmentation de l'hémoglobine chez un malade sur, on va dire, 15, la baisse des plaquettes, pareil, chez un malade sur 12 à peu près. Et puis ensuite, les saignements, en particulier les saignements de nez, chez à peu près un tiers des malades, et les télangiectasies chez à peu près un malade sur 7. Donc tout ça, c'est intéressant. L'augmentation de la pression, de la tension artérielle, c'est pas celui qu'on redoute le plus, mais on le voit chez un malade sur 20. Ensuite, quand on regarde bien les effets secondaires qui surviennent chez plus de 10% des malades, c'est les saignements de nez, les télangiectasies, puis aussi quelques petits vertiges qu'il faut qu'on comprenne, pour lequel ça pourrait être aussi peut-être l'augmentation de l'hémoglobine ou peut-être la baisse des pressions. Donc, dans tous les cas, tout ça est intéressant, on le suit, on est très sérieux et on continue de le suivre, bien sûr. Donc ça, je crois que c'est ma dernière diapo, la petite balançoire, la petite explication avec, encore une fois, le sotatercept qui est un piège à ligand. Donc c'est la conclusion de la partie sotatercept. Parce que bien sûr, dans les 5 dernières minutes, il n'y a pas que le sotatercept dans la vie, il y a d'autres médicaments. Et ces autres médicaments, c'est des médicaments qui sont un peu dans la même pensée. Le PDGF, qu'est-ce que c'est? Le PDGF, c'est un facteur de croissance. Ça fait proliférer les cellules. Et vous voyez, ça fonctionne un peu comme un senseur à la surface des cellules. Et ce senseur, il va être hyper exprimé au niveau des petits vaisseaux pulmonaires. Et on sait, grâce à des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de tyrosine kinase, on sait bloquer l'action de ces facteurs de croissance. Donc, il y a 10 ans, il y avait un produit qui s'appelait le Glivec, l'imatinib, qui avait été testé. Le test avait été insuffisamment convaincant, en particulier à cause des effets secondaires. Et donc, il y a beaucoup de collègues qui ont décidé de développer soit l'imatinib lui-même de façon inhalée, soit un nouveau produit qui s'appelle le seralutinib, qui est développé par un laboratoire qui s'appelle Gossamer, et je pense que vous avez des gens de Gossamer dans la salle. Eh bien, le seralutinib, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase qui va bloquer l'action du PDGF. Donc, vous voyez deux grandes pensées en ce moment, c'est que puisque l'imatinib était un peu efficace, mais pas très sécuritaire, on va essayer de l'inhaler avec des petits traitements inhalés, comme on donne dans l'asthme ou dans la bronchite chronique, hein, pas des trucs très compliqués. Eh bien, ces traitements inhalés sont testés. Donc, il y a une étude en cours qui s'appelle Aerovate, Impact CTEF, et il y a Impact PH, et il y a une compagnie, seralutinib, Gossamer, qui a une étude qui s'appelle TORRE. Eh bien, TORRE, c'est un peu comme Pulsar, hein, c'est-à-dire c'est une étude de phase 2, de preuve de concept, et les collègues de Gossamer ont présenté en décembre dernier les résultats principaux, hein, qu'on dit top line, de l'essai d'inhalation du seralutinib chez des patients qui ont un traitement important pour l'hypertension artérielle pulmonaire.
Et donc, vous voyez, le critère principal du jugement, c'était la baisse des résistances, comme dans Pulsar. Et vous voyez qu'ils ont obtenu cette baisse des résistances, 14% de baisse. Et c'est significatif, donc c'est intéressant à noter. Par contre, le test de marche de 6 minutes s'améliore insuffisamment, mais c'est des patients qui allaient bien, pour la plupart. Et ceux qui allaient moins bien ont une chute plus importante des résistances et une meilleure amélioration du test de marche de 6 minutes. Donc globalement, ce traitement, il est bien toléré. Donc ça veut dire que le fait de donner le traitement par voie inhalée est sûrement une bonne idée. Et il est certainement utile à l'amélioration tous les traitements que l'on développe dans l'hypertension pulmonaire. Donc, je sais que le laboratoire essaye de faire ce qu'on appelle une étude de phase 3, et donc je leur souhaite bonne chance, et les patients et les soignants seront toujours du côté de l'innovation thérapeutique. Et de la même façon que l'on travaille avec l'imatinib inhalé, avec le sotatercept sous-cutané, on travaillera aussi avec le seralutinib inhalé. Dernière chose, la sérotonine. La sérotonine, c'est quelque chose, vous voyez, c'est toujours la même chose. La petite brique qui parle mal au muscle, et le muscle se contracte et prolifère. Eh bien, pour nous, la sérotonine, c'est essentiel parce que on a eu en France l'épidémie d'hypertension pulmonaire liée aux coupe-faim, et les coupe-faim et le Mediator, c'est vraiment par la voie de la sérotonine qu'ils agissent. Il y a eu des essais de mauvaise qualité qui ont été négatifs, mais là, il y a pour la première fois une compagnie pharmaceutique qui s'appelait Altavant et qui s'appelle maintenant Enzyvant, qui développe une étude qui s'appelle Elevate. Et à Paris, on a inclus plus de, à mon avis, au moins 10 patients dans l'étude Elevate qui va être terminée cette année et qui va nous dire si, en bloquant la sérotonine, on arrive à obtenir une amélioration des résistances vasculaires pulmonaires chez les patients. Donc, c'est vraiment de la preuve de concept, et on espère là aussi que cette étude pourra nous permettre d'avoir plus d'armes pour lutter contre l'hypertension pulmonaire. On est tellement dynamique et actif qu'on est invité par toutes les grandes revues, le New England, le Lancet, etc. Et donc cette dernière diapo, là je vous promets, c'est la dernière, qu'on a publiée avec Jason, qui était notre élève canadien, qui est maintenant professeur à l'université de l'Alberta à Edmonton, et que je vais aller voir dans 2 mois dans son université. Et on a fait cette figure qui est peut-être un peu plus dense que ce qu'on fait d'habitude, mais juste cette densité, elle était volontaire pour montrer toute la recherche, et on l'a fait pour vous, cette recherche, et on essaye vraiment de découvrir des nouveaux médicaments. Donc le petit carré noir, eh bien ça vous montre ce que l'on vise, le dialogue entre la brique et le muscle. Le sotatercept, eh bien maintenant on est vraiment très très avancé. Le rodatristat, c'est la fameuse voie de la sérotonine. Le PDGF, c'est la fameuse voie des molécules inhalées seralutinib et imatinib. Et puis, on continue de travailler quand même sur les voies traditionnelles avec des stimulateurs de la guanylate cyclase inhalés ou des prostacyclines inhalées ou orales.